Quand on parle de droit, on pense souvent à nos droits. C'est normal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne marche jamais dans un seul sens. En fait, chaque droit a son pendant, son miroir, la responsabilité. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Et c'est cette deuxième face, celle qui nous demande de répondre de nos actes, qu'on va décortiquer ensemble. C'est un véritable pilier de notre vie en société. Alors, comment on va s'y prendre? On va suivre un chemin assez simple. On commence par le principe de base, les fondations. Ensuite, on verra qu'il n'y a pas une, mais bien plusieurs types de responsabilités. Pour que tout ça devienne bien concret, on se penchera sur l'histoire d'Alain. Après ça, on ira vraiment au cœur du sujet, la notion de dommage. Et bien sûr, à la fin, on fera un petit récap de ce qu'il faut absolument garder en tête. Bon, tout part d'une idée fondamentale, une idée simple mais vraiment puissante. Le simple fait que la loi nous reconnaisse comme une personne avec des droits, eh bien ça nous impose en retour une obligation, celle de réparer les torts qu'on pourrait causer. Et voilà le concept clé, la capacité juridique. En gros, c'est notre permis d'agir dans la société. Signer un contrat, acheter un bien, créer une entreprise. Mais attention, ce permis n'est pas un chèque en blanc. Son contrepoids direct, c'est l'obligation de rendre des comptes. Sans ça, la confiance entre les gens serait tout simplement impossible. Alors là, attention, c'est un point où il y a souvent confusion. Quand on utilise le mot responsabilité en droit, on parle en réalité de deux choses très très différentes. Leurs objectifs n'ont quasiment rien à voir. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, on a le pénal, là, on a enfreint une règle de la société, une loi. La réaction, c'est la société qui punit. De l'autre côté, il y a le civil. Ici, on a causé un tort à une personne en particulier. L'objectif, c'est de réparer ce tort, de l'indemniser. Il faut vraiment retenir ça. L'un punit, l'autre répare. C'est la différence fondamentale. Bon, à cette théorie, pour que tout ça prenne vraiment vie, rien de mieux qu'une histoire concrète. On va voir comment ces grands principes s'appliquent sur le terrain. Tout commence de la manière la plus banale qui soit. Un certain Michel achète un lave-vaisselle. La livraison doit être faite par un salarié, Alain, qui bosse pour l'entreprise Tout pour la maison. Jusque-là, tout va bien. Et puis voilà, le jour de la livraison, c'est le drame. Alain perd le contrôle de sa camionnette. Il vient s'encastrer dans le muret et le camping-car de Simone, une voisine qui n'avait rien demandé. Le véhicule prend feu et dans l'incendie, le camping-car est détruit, tout comme le lave-vaisselle de Michel. Et pour couronner le tout, la police arrive et découvre qu'Alain conduisait sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Donc là, on a deux types de problèmes qui se superposent complètement. D'un côté, des dégâts matériels, Michel n'a pas son bien et la propriété de Simone est détruite. Ça, c'est une chose. Et de l'autre, on a une infraction claire à la loi pénale. La conduite sous influence d'Alain, ce sont bien deux problèmes distincts. Cette situation, c'est un vrai sac de nœuds. Et ça soulève la question centrale qui va nous guider. Comment on va bien pouvoir démêler tout ça et attribuer les bonnes responsabilités aux bonnes personnes? Pour y voir plus clair, il faut qu'on zoome sur la responsabilité civile. Parce que même elle se divise en deux. Et tout dépend d'une question très simple. Est-ce qu'il y avait un contrat entre les personnes concernées? Alors, première branche, la responsabilité contractuelle. C'est la plus facile à comprendre. Un contrat, c'est une promesse. Si une des parties ne tient pas sa promesse parce qu'elle ne fait rien ou qu'elle le fait mal ou en retard, eh bien elle doit dédommager l'autre pour le préjudice que ça a causé. Dans notre histoire, c'est limpide. L'entreprise Tout pour la maison avait un contrat avec Michel. Elle n'a pas livré le lave-vaisselle, donc elle n'a pas respecté sa part du contrat. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Et Alain, de son côté, en commettant une faute aussi grave, a mal exécuté son contrat de travail. Il engage donc lui aussi sa responsabilité contractuelle, mais attention, envers son propre employeur. Ok, mais que se passe-t-il quand il n'y a pas de contrat? C'est là que la deuxième branche entre en jeu, la responsabilité délictuelle, qu'on appelle aussi extra-contractuelle. Ici, l'obligation de réparer ne vient pas d'une promesse, mais directement de la loi. C'est la loi qui nous dit « on n'a pas le droit de causer du tort aux autres ». Et ça illustre parfaitement la situation de Simone. Elle n'avait absolument aucun lien avec l'entreprise Tout pour la maison. Pourtant, c'est bien l'activité de cette entreprise, à travers son salarié, qui lui a causé un dommage. C'est donc la responsabilité délictuelle de l'entreprise qui va être engagée pour réparer le muret et le camping-car de Simone. On arrive maintenant au cœur du réacteur. En responsabilité civile, tout, absolument tout, tourne autour d'un seul concept, le dommage. C'est simple, pas de dommage, pas de responsabilité civile, point final. Et là, il faut bien faire la différence entre deux grandes familles de dommages. D'un côté, le dommage patrimonial, c'est tout ce qui touche à l'argent, aux biens matériels, au portefeuille.
Et de l'autre, le dommage extra-patrimonial. C'est tout ce qui touche à la personne elle-même, son corps, ses émotions, son bien-être. Pour Simone, les dommages patrimoniaux sont évidents. Il y a les frais de réparation du mur et du camping-car. Si elle utilisait ce camping-car pour travailler, on pourrait même y ajouter la perte de ses revenus. Bref, c'est tout ce qui peut se chiffrer en euros. Pour Michel, bien sûr, c'est la perte de son lave-vaisselle. Mais il ne faut surtout pas oublier le préjudice qui n'est pas financier. Il faut imaginer le choc pour Simone de voir un camion en feu dans son jardin. Ça, c'est ce qu'on appelle le préjudice moral. Et si elle adorait partir en vacances avec son camping-car, le fait de ne plus pouvoir le faire, c'est un préjudice d'agrément. Ces dommages, même s'ils sont plus difficiles à calculer, doivent aussi être réparés. Alors, si on devait faire une petite synthèse, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On a bien 3 logiques différentes qui peuvent parfois coexister. La pénale, qui répond à la question « Quelles règles de la société as-tu enfreintes ?» et la civile, qui se divise en deux et qui répond à la question « Quel tort as-tu causé et comment le réparer ?» que ce soit dans le cadre d'un contrat ou en dehors. Et c'est vraiment ça le point le plus important à comprendre. En matière civile, le but du jeu, ce n'est pas de punir le fautif. Non, l'objectif, c'est de restaurer la victime. L'idéal, c'est de faire comme si le dommage n'avait jamais eu lieu en compensant intégralement toutes les pertes subies, qu'elles soient matérielles ou morales. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Dans notre monde où tout est connecté, nos actions peuvent avoir des conséquences très loin, sur des gens qu'on ne connaît même pas. La vraie question qui se pose et qui continue de faire évoluer le droit tous les jours, c'est où s'arrête notre devoir de prudence et où commence notre responsabilité ? C'est une question passionnante.